toutes et rebonjour à celles et ceux qui sont avec nous depuis ce matin. Big up à nos champions qui étaient là hier. Un grand merci d'être aussi nombreux pour cette deuxième journée qui s'annonce déjà, je peux vous le dire, mémorable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit check rapide. Est-ce que tout le monde me voit bien et m'entend bien? Avant que ma collègue revienne faire une petite intervention sympathique. Ah, merci Jeanne. OK, top. Bon, parfait. OK, petit rituel, l'avant-dernier de la journée. Mettez dans le chat d'où vous venez, entreprise, ville, pays, faites-nous rêver. Tout à l'heure, on avait des gens de La Réunion, d'Afrique du Sud. Genre vraiment, c'était top. Donc, toujours intéressant de savoir d'où vous venez. Merci Romy. C'est bon, le micro fonctionne, tout le monde m'entend bien. Parfait, parfait. OK. Hello Cyril, hello Nicole, salut Laurence, rebonjour. Merci Franck. OK, Paris, pas mal. Toulouse, OK. Allez, je vais vous laisser. Ah, hello du Québec. Bretagne, Casablanca. Allez, c'est top. Je vous laisse continuer de nous noter tout ça. Est-ce que quand même vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui, on va explorer un sujet essentiel. Je vais laisser la parole à David, qui est notre expert et qui va vous envoyer du lourd. Bonne conférence à tous et à toutes et à tout à l'heure. David, c'est à toi. Merci Aurélie, c'est gentil. Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence. Donc, je suis très content aujourd'hui de pouvoir participer à cet événement CMJ. Alors, petit sujet pompeux aujourd'hui, comment calibrer ses actions SEO dans un écosystème digital désormais fragmenté? Je vous l'accorde, ça pourrait être le sujet d'un devoir sur table. On va essayer de mettre un peu plus de légèreté dans le sujet et de l'aborder d'une manière nice and sweet, comme on dit. Avant de démarrer, petit disclaimer, petit avant-propos. Lorsqu'on a discuté des thématiques à aborder avec SMJ, on s'est concentré aujourd'hui, en tout cas pour ma conférence, sur le SEO, le content marketing. Et dans une dominante de Google, je sais que beaucoup de sujets ont été abordés sur les LLM, l'IA, etc. Je vais en toucher quelques mots aujourd'hui, mais aujourd'hui, on va se concentrer pratico-pratique sur Google. Alors, pour commencer, je me présente très rapidement. Donc, je suis David Séjourné, je suis VP SEO en Europe aujourd'hui chez Jellyfish. Et je suis également OneSearch au niveau global, au niveau monde chez Jellyfish. On a monté le programme OneSearch il y a 4 ans chez Jellyfish. Très rapidement, mon background, j'ai dû commencer au début des années 2000 sur le search avec du paid et du SEO. Ensuite, j'ai gravité sur l'ensemble des activités autour du SEO, le content, l'UX, la CRO, etc. Et donc aujourd'hui, je fais partie de l'entreprise Jellyfish, qui est une agence de médias globale, donc qui est présente sur beaucoup d'expertises. On est présent au niveau monde, on est présent en Europe, on est fortement présent au UK et aux US. On fait partie du groupe Brandtech, dans lequel il y a d'autres agences que vous devez connaître comme Oliver 55 et Jellyfish en France. Pour ceux qui ont connu ces entreprises, c'est la réunion d'anciennes entreprises comme Uptilab, ThreatLab et Webedia, qui ont tous fusionné il y a quelques années, et ensuite avec Webedia il y a 4 ans. Aujourd'hui, nos clients chez Jellyfish, c'est des grandes marques internationales comme Swarovski, comme Netflix, comme Hugs. Et sur le marché français, on travaille notamment depuis plusieurs années avec Castorama et d'autres acteurs, que ce soit du retail, de la banque, du finance, du travel, etc. Pour finir sur Jellyfish, je pense qu'il y a 2 points qui sont importants. Le premier, c'est que chez Jellyfish, on a une très, très forte intégration de l'ensemble des expertises. C'est ce qui fait clairement notre force. Sur des projets SEO, on va faire intervenir les gens du paid search, les gens de l'UX, les gens de la CRO, des data scientists, des développeurs. Et le deuxième, je pense, point qui est important côté Jellyfish, c'est le stack technique. On a beaucoup de solutions sur l'ensemble des métiers. Et sur le search, et principalement SEO, donc on a une solution qui s'appelle G Search, qui est MyPoseo, c'est l'ancien nom de G Search, qu'on a dopé chez Jellyfish avec toute la force de notre département pour le transformer dans un search data lake et être capable d'adresser les problématiques OneSearch. Je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui, en tout cas de la notion de OneSearch. Voilà, pas plus sur les présentations, les politesses sont faites. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. Donc, le vif du sujet, c'est qu'on a parlé j'ai mentionné un écosystème digital qui est fragmenté.
Ça veut dire qu'on avait des challenges hier qui sont toujours les challenges aujourd'hui, on va en avoir demain, qui effectivement demandent à ce que la stratégie SEO et la stratégie de contenu SEO doit bouger, doit s'adapter, doit évoluer en fonction d'un certain contexte. Ce contexte, c'est celui que je vais passer dans la première partie de manière assez rapide parce que je pense que plusieurs de mes confrères en ont déjà parlé, mais néanmoins, pour recontextualiser, on va passer les quelques points liés à cette fragmentation de l'écosystème digital. Le premier, on s'en rend tous compte parce que ça nous concerne tous, c'est la fragmentation des usages. Le multi-device, le cross-device, on commence une navigation avec le mobile, puis le soir on la reprend avec le desktop ou sa tablette ou encore avec son mobile chez soi. Il y a la notion de multiscreen. On est sur son téléphone quand on est devant la télé, quand on est en train de regarder une série, quand on est même devant son ordinateur. On a la consultation sur le mobile qui se fait dans les transports, dans la salle d'attente du médecin, dans la salle d'attente de la cantine, dans d'autres endroits incongrus si vous voulez. En tout cas, il y a un véritable défi de l'attention parce que l'attention, elle est volatile. Et ça, mine de rien, ça change beaucoup la donne. Et c'est ce que je vais expliquer derrière pour savoir engager et capter les utilisateurs face à cette volatilité de l'attention. Le deuxième point dans l'écosystème digital qui est fragmenté, c'est évidemment la multiplicité des plateformes, la dispersion. Un consumer aujourd'hui, on aurait du mal à le définir très sincèrement. Entre l'awareness, la discovery, la considération, la conversion, ça commence où, ça finit où, ça revient où, c'est très très compliqué. Forcément, là, il n'y a pas toute la liste, mais on va avoir les réseaux sociaux, on va avoir les apps, on va avoir les plateformes web, on va avoir les agents, que ce soit des agents type IA, on va avoir les agents conversationnels. Bref, c'est un parcours utilisateur qui est complètement éclaté. Donc rien que là, si on commence à combiner une attention qui est volatile et une multiplicité des plateformes avec des besoins bien précis, déjà la donne commence à être compliquée. Et justement, que font les plateformes pour essayer de contrer cette attention, pour essayer de garder les utilisateurs? Ils essayent de fournir une user experience la plus fluide possible, la plus diversifiée dans les formats, la plus immersive. Et quand vous pensez à Google, je vais y venir après, Google doit s'adapter. Et c'est là que la question se pose, qu'un SEO qui est conçu qu'à travers du texte, est-ce qu'il a encore sa place aujourd'hui? Bien évidemment qu'il a encore sa place aujourd'hui. Mais est-ce que demain, c'est celui qui va nous aider à performer pour la suite? Je ne pense pas. Donc le SEO va devoir s'adapter, ne serait-ce que parce que Google, depuis déjà longtemps, a adopté des formats beaucoup plus variés. Alors, je ne vais pas énumérer tous les formats parce qu'il y en a une quantité, mais il y en a quelques-uns sur lesquels je vais m'attarder parce qu'ils sont intéressants. Les images, les vidéos, le Maps, les zéro click search avec les feature snippets, la position zéro, très bien. Le paid et l'organique, notamment l'organic listing, point super intéressant. L'organic listing qui vient là, je ne sais pas si on pouvait s'y attendre, l'expérience est différente du shopping ad. Néanmoins, point très intéressant qui chamboule un petit peu les habitudes. Très intéressant également, la SERP aux US. La SERP aux US, donc la SERP, la page de Google, c'est une page e-commerce. Sur la gauche, on a des facettes, on peut choisir des ranges de prix, on peut choisir des attributs produits, etc. On est complètement dans un autre univers. J'ajoute à ça ce qu'il y avait eu dans les tentatives des assistants vocaux AI Overviews ou ancien SGE ou Circle Search. Avec ça, un petit remue-ménage de tout ce qui est digital hack marketing. Si vous vous souvenez, c'était au mois de mars-avril, au mois de mars, je crois, plus précisément, cette année où Google a dû changer en fait sa SERP pour des raisons légales, pour des positions, pour des suppositions de position en monopole. Également tous les procès qui ont lieu contre Google. Ça veut dire que Google, qui doit s'adapter aux utilisateurs, est en plus contraint par beaucoup d'aspects légaux. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le SEO, quand on y réfléchit, présent dans la page de Google, il est donc protéiforme, mais surtout que Google, face à cette concurrence qui vient de partout, à cette attention qui est volatile, au besoin de fournir une expérience qui est finalement beaucoup plus riche et diversifiée, Google devient beaucoup plus exigeant. Google doit s'assurer, pour maintenir son audience, de fournir des résultats qui ont un bon format, certes, qui sont riches, qui répondent bien à l'intention des utilisateurs et surtout qui fournissent de la qualité, qui vont bien répondre aux requêtes des internautes pour s'assurer
justement de maintenir son audience. Et on a des signaux qui sont assez simples, hein, qui sont assez évidents. On le voit par les nombreux updates et la fréquence des updates qui ont lieu surtout le 15 août, donc pour les anciens, parce que c'est une date fatidique le 15 août. Hein. Le 15 août, on a systématiquement un update. Je pense que les updates du 15 août ont été faits pour les Français. Euh, donc les updates qui sont fréquents et qui sont nombreux, la recherche du spam, le gros focus sur la qualité du contenu, et puis même, ça a été expliqué dans les Google Leaks, je vais venir après, toutes les notions de re-ranking ou le reprocessing de la data. Pourquoi j'amène en fait ce sujet-là aujourd'hui pour faire une petite aparté? Tout simplement parce que la production du contenu, avant, à l'ancienne, on va dire, c'était du content spinning. On faisait des textes à trous, on faisait varier les titres, les noms des produits, etc. On publiait, on essayait de limiter la duplication et du coup, on produisait beaucoup de contenu de faible qualité comme ça. Puis, au fur et à mesure du temps, on a fait attention, on a été plus vigilant, on a essayé d'amener beaucoup plus de qualité justement parce qu'on était confronté à Google qui cherchait systématiquement à trouver la faille dans les contenus pour pouvoir nous sortir des résultats de Google. Et j'amène ce point-là parce qu'avec les nouveaux outils qui sont arrivés avec l'IA, on a maintenant un peu ce retour, mais avec une différence de qualité phénoménale, de la capacité à produire beaucoup de contenu. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui et ce que je vais démontrer en tout cas, dans mon opinion, c'est que produire du contenu, c'est bien, pour ranker, c'est bien, mais est-ce que finalement c'est ça la véritable finalité? Est-ce que c'est ce qui va garantir des résultats? Certainement que non. On va réussir à ranker jusqu'à un certain moment, mais ensuite, l'ensemble des autres signaux que Google regarde pour s'assurer que votre ranking est «légitime» entre guillemets, ça va aller plus loin que la juste production de contenu. Et les Google Leaks, j'ai beaucoup de confrères qui ont écrit dessus. Je vous recommande d'aller lire leurs articles parce qu'ils sont vraiment très bien faits. Ils expliquent très bien. Il y a des points qui sont très intéressants et des points notamment que je vais aborder aujourd'hui, comme les signaux utilisateurs. Donc Google sait exactement ce qui se passe dans ses résultats de recherche, le temps passé, le clic, les formats. Et évidemment, il regarde bien le retour des utilisateurs après avoir fait une recherche dans Google. C'est-à-dire que vous faites une recherche dans Google, vous cliquez sur un résultat. Si Google ne vous voit pas revenir tout de suite ou selon un temps critique, il va considérer ça comme un good click. Il a bien fait son travail, il a fait ranker un site qui était pertinent, qui a fourni de la qualité, qui n'a pas généré le retour de l'utilisateur. À l'inverse, si le retour se fait très vite, qu'il y a un clic sur un autre site ou qu'il y a une autre requête qui est faite, là, ça va être un bad click. Donc, ça va jouer contre, ça va avoir un effet négatif sur votre ranking. C'est ce qu'on appelle depuis très longtemps le pogo sticking, pour ceux qui connaissent le terme. Néanmoins, les Google Leaks ici ont vraiment appuyé sur ce sujet qui a été un débat pendant des années, mais qui finalement, quand on le pratiquait ou quand on le testait, on savait très bien que c'était un critère important pour le ranking. Dans les autres Google Leaks, il y a évidemment l'attention sur l'intention d'une page versus la requête. Il y a le volume de trafic au global qui a été pris en compte. Et puis, il y a une notion aussi de thématisation, de spécialisation avec un jargon bien spécifique comme le site focus, le site radius. Donc, en tout cas, une focalisation sur la qualité du contenu, la richesse du contenu, très, très importante. Alors, du coup, quand on pense à tout ce contexte, à tous ces challenges qu'on a déjà et qu'on va continuer d'avoir, ce que j'ai voulu aborder aujourd'hui, c'est justement des idées ou des conseils, en tout cas, qu'on a chez Jellyfish ou que j'utilise personnellement, avec, nos clients pour s'assurer qu'on va, certes se positionner, mais qu'on va générer de l'engagement, qu'on va fournir de la qualité pour que Google maintienne notre ranking. Ça, c'est pour la visibilité et surtout qu'on convertisse et qu'on génère du business derrière. Donc, ça, quand on voit le contexte qui change, on se pose bien la question de savoir est-ce que mon SEO est toujours d'actualité? Est-ce que les pratiques SEO que j'ai aujourd'hui correspondent à ce qu'attend Google? Et comme on vient de le voir, ça change en permanence. Un constat que je voulais partager avec vous aussi aujourd'hui, au fur et à mesure des années qu'on travaille avec beaucoup d'annonceurs, c'est que la complexité du SEO, parce qu'il est devenu protéiforme, a fait qu'il y a eu une et le fait aussi que la data soit très faiblement
disponibles, hein, les échantillonnages dans la GSC, le fait que depuis très très longtemps on a pu accès, et oui ça existait, à la donnée trafic par mot-clé et revenu par mot-clé dans Google Analytics, oui ça a existé pour ceux qui le savaient pas. Tout ça, ça a fait qu'on s'est déporté vers les métriques qu'on connaissait le plus, à savoir la position et le trafic via la GSC, merci la GSC. Par contre, il y a eu un focus qui s'est déporté justement vers ces KPI au détriment de la rétention de l'utilisateur, de la dimension héroïste et de la conversion, ce qui est pourtant à la base l'objectif du SEO et encore plus pour le SEO parce que justement c'est du trafic entre guillemets gratuit. Le deuxième point aussi que je voulais mentionner, c'est la différence entre un SEO ou une entreprise qui va avoir un SEO qui est isolé, ce qui est quand même très souvent le cas, versus d'un SEO intégré. Et pour vous donner des exemples de sites web qui ont eu des croissances assez fulgurantes, assez rapides, c'était justement des entreprises qui avaient intégré le SEO dès le départ dans leur croissance, hein, dans le site web. Et souvent d'ailleurs, les CEO étaient eux-mêmes soit des anciens SEO, soit venaient d'annonceurs qui avaient des stratégies SEO très fortes. Pour en citer quelques-uns qui ont vraiment bien fonctionné, on a bien évidemment Mano Mano, on a eu Meilleurs Agents, on a Back Market, on a Les Numériques, on a Les Furets qu'on a vu aussi. Vraiment des contenus bien pensés avec un SEO qui était présent dans l'ensemble de la structure. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le SEO, ce n'est pas un levier, c'est un ensemble de beaucoup de leviers qui a besoin de l'ensemble des actions de la boîte, tout simplement pour créer de la résonance et répondre aux intentions avec le bon contenu qui se trouve finalement dispersé dans l'ensemble des entités de l'entreprise. Euh, voilà pour cette partie. Je pense que je vais rentrer du coup plus dans les points concrets. Le mot d'ordre ici, c'est que le SEO, pour que ça fonctionne aujourd'hui et pour que ça fonctionne demain, il doit absolument se reconnecter à la marque, à l'ADN de la marque, aux assets de la marque et au business. Alors, trois approches qui, selon moi, sont clés. Il y en a plein, mais j'ai voulu ici insister sur trois qui me paraissent essentielles pour justement s'assurer qu'on va dans la bonne direction sur sa stratégie SEO de contenu, trouver des opportunités, qualifier, engager les users dans la SERP, donc la page de Google, et surtout les engager après la SERP. Alors le premier point, il est en somme tout assez classique. C'est des basiques, je ne vais pas rester longtemps dessus, je pense que ce n'est pas le sujet de la conférence. Trouver des mots-clés, regarder dans la SERP, utiliser tous les outils qui sont à disposition et les nouveaux outils, l'utilisation de l'IA pour le clustering, les expressions, les thématiques connexes, etc. Bien évidemment, benchmarker les concurrents, les autres secteurs d'activité, les autres pays, tout ça, c'est des classiques. Petit clin d'œil quand même à SMJ, d'une part pour les remercier de m'avoir invité et également pour parler de leur outil. Je voulais leur faire un petit clin d'œil. Ce que j'ai beaucoup aimé, en tout cas, l'un des points qui m'a le plus plu dans SMJ lorsque vous rédigez un contenu, c'est le fait d'avoir sur la droite tout un ensemble d'insights de mots-clés qui vont justement regrouper ce que je vous ai montré avant et qui vont vous permettre d'enrichir votre contenu au fur et à mesure et d'améliorer le score de content qui est donné par SMJ. Donc, j'utilise évidemment d'autres outils du marché, mais petit clin d'œil pour CMJ pour les remercier. Ils ont bien fait le boulot et ce côté pratique m'a pas mal séduit. Donc, je vous invite à aller regarder CMJ et de tester l'outil sur cet aspect-là que j'ai trouvé très intéressant. Alors, pour maintenant commencer à sortir un petit peu des sentiers battus, il y a dans chaque entreprise des approches pour trouver des expressions, des pain points des utilisateurs qui sont assez faciles. D'une part parce que la donnée, elle est en interne. D'une part parce que quand on est SEO, ses collègues sur le paid search, sur le community management, sur le marketing, sur la communication, sur le produit, ils ont les mêmes problématiques, ils se posent les mêmes questions. Donc, c'est une source facile pour identifier des opportunités que j'appelle qualifiées. Vous pouvez également crawler tous les avis qu'il peut y avoir. C'est aussi assez intéressant de voir toute la long tail et la récurrence des problèmes ou des pain points qu'on peut retrouver dans l'ensemble des avis. Et le dernier point, allez consulter les autres départements, pas uniquement les autres canaux, mais aussi les autres départements qui peuvent vous fournir une source d'information vraiment très précieuse. Et pour cela,
J'ai un exemple, chez Jellyfish, donc on fait toujours ce travail-là, en fait, au début, un petit peu d'investigation, d'enquête, où on va créer des questionnaires, des workshops et faire finalement de l'immersion pour bien s'imprégner de l'ADN de la marque. Et ici, c'est l'exemple d'un cuisiniste où lorsqu'on a mené ces questionnaires, on a découvert des angles qui étaient, assez intéressants et qui étaient clairement des pépites. Sur les points de vente, par exemple, on a, eu toutes les notions autour de l'aménagement d'une petite cuisine. C'était principalement, dans les grandes villes. Le fait d'avoir des cuisines ouvertes, parce que quand on a un petit espace, pour ouvrir l'espace, on va souvent faire une cuisine ouverte. Il y a eu la mode de la cuisine ouverte. L'îlot central qui a un engouement, assez dingue, à savoir, on ne sait pas pourquoi, mais si vous allez regarder le volume de recherche sur l'îlot central, et de toute la thématique, la long tail îlot central, c'est assez fabuleux. Avec le marketing, on a, passé les différentes audiences et ce qui était, assez marquant, c'était pour les primo-accédants, les jeunes couples notamment avec des enfants qui, étaient, très attentifs sur le prix, bien sûr, et aussi sur le côté pratique. Parce que quand vous devez, préparer le repas, donner le biberon à un bras, tenir le placard, à droite, vous avez besoin d'avoir un espace, qui est pratique. Le SAV, on était sur une dimension plus technique, on a eu beaucoup de retours ou d'informations sur la prise de mesure. Comment prendre les mesures d'une cuisine avant d'aller chez un cuisiniste. Quelle était l'utilisation d'un configurateur 3D. Quelle était, et ça c'était assez marrant, l'insonorisation de l'électroménager. Bah oui, parce que quand vous êtes dans un petit espace et que votre frigo il tourne toute la nuit, forcément ça vous embête un petit peu parce que vous dites c'est quoi ce vombrissement qui m'empêche de dormir. Et enfin sur la conception, avec les gens qui concevaient les cuisines. Il y avait toutes les problématiques de circulation dans la cuisine ou du zonage d'une cuisine. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a la zone de lavage, la zone de froid, la zone de chaud. Donc, tout ça, c'était juste une mine d'or pour nous pour être capable justement à la fois d'identifier des opportunités qui étaient qualifiées et justement d'aller orienter nos stratégies de contenu à des endroits qui étaient très identifiés pour cette marque en l'occurrence. Deuxième point, engager les users dans la SERP. Alors ça, c'est un vieux réflexe de SEO et je pense que beaucoup l'ont aujourd'hui, mais c'est pour moi indispensable. C'est même pas que c'est indispensable, c'est en fait tous les jours, on doit être en train de regarder la SERP et de savoir dans quel contexte on évolue. Je vais vous donner ici les clés d'entrée en fait, hein, en tout cas ce qu'on va regarder. Le premier point, indéniable, la surface visible dans la SERP entre le SEA et le SEO. Ça, c'est obligatoire. On doit le savoir. C'est obligatoire. On doit savoir si mon SEO aujourd'hui, sur les mots-clés les plus génériques, sur la marque, est challengé par la visibilité du paid au-dessus. Et on doit comprendre quel est le paid qui est présent. Donc, on doit avoir des notions de paid. On doit savoir comment le paid fonctionne entre le shopping. Est-ce qu'il est déclenché avec des keywords ou pas des keywords, avec le text ads, avec Performance Max. Le SEO, même s'il ne maîtrise pas le SIA à proprement parler, doit absolument comprendre comment c'est déclenché parce que ça va jouer sur les CTR SEO, même si notre position en tant que SEO, elle ne bouge pas, on reste premier. Donc la visibilité du SEO, elle rentre aussi en compte. Est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de la ligne de flottaison? Sur le desktop, sur le mobile, quelle est la hauteur de mon résultat SEO? Est-ce que je ne suis pas en train de gâcher de l'énergie à essayer de ranker sur un mot-clé qui, de toute manière, se trouve assez bas dans la page parce que tout est trusté par le SIA au-dessus, quel que soit le format du SIA. Deuxième point intéressant, c'est essayer de comprendre aussi quelle est là ou les intentions principales derrière la requête. Pour ça, il y a plein d'outils qui répertorient les différents formats présents dans une SERP. Donc, si on s'amuse à catégoriser des mots-clés et ensuite à trier, à faire le tri, on peut même utiliser l'IA pour ça. On va tout de suite comprendre quelles sont les intentions majeures derrière les requêtes et du coup ajuster l'intention qu'on va redonner à Google sur nos pages en fonction de la requête. Évidemment, tous les formats SEO qui sont disponibles, les images, les vidéos, les maps, les feature snippets, etc. Bien comprendre l'écosystème aussi de la concurrence sur le SEO et le SIA. Font-ils de la double visibilité? Sont-ils présents en text ads, en shopping et en SEO? Comment jouent-ils avec la synergie? Est-ce qu'ils fournissent le même message, un message différent, un message complémentaire? Et même pour l'extrapoler sur la saisonnalité, la SERP change énormément, surtout pendant les périodes commerciales comme la Saint-Valentin, le Black Friday, ou encore Noël ou bien sûr les soldes. Et là, c'est pareil, le SEO, même si on est toujours premier, forcément, avec l'agressivité du paid qui va être au-dessus, le CTR SEO va être impacté. Donc tout ça, il faut le comprendre parce que sinon, on va
gâcher de l'énergie à essayer de comprendre pourquoi, malgré le fait qu'on ait toujours la même position, on fait beaucoup moins de trafic marque hors marque. Donc CTR, CTR, CTR lié au contexte de la SERP. Je vous donne des petits exemples, je vous ai mis 2 exemples, j'espère que vous voyez bien. Entre 2 requêtes qui n'ont rien à voir, à gauche, on a emprunt septembre 2024, donc emprunt immobilier. Si vous regardez, on a majoritairement du SEA, ici on est sur desktop, on a un bloc de Google en zéro click search, on n'a pas de SEO visible au-dessus de la ligne de flottaison. Donc typiquement, ce genre de mots-clés, on va se poser la question de savoir s'il vaut vraiment le coup, en tout cas si c'est celui sur lequel on doit concentrer ses efforts et s'il n'y en a pas d'autres qui peuvent valoir le coup. De l'autre côté, on a la requête pour Samsung Z Flip 6, donc le 6, dans lequel on a un résultat SEA de Samsung, on a du shopping à droite et on a le SEO qui est présent avec du pixel. Alors le pixel, ça, c'est une métrique qui est assez particulière, qui est extrêmement utile. Elle nous permet de savoir la position des résultats SEO dans la page, donc la hauteur, et surtout la position du premier résultat SEO. Et ça, c'est vachement intéressant parce que si je passe justement sur la slide d'après, où cette fois-ci, j'ai mis 2 requêtes qui sont comparables, donc à gauche, je n'ai pas changé, j'ai toujours emprunt septembre 2024 et à droite, j'ai taux septembre 2024. Et si on regarde ici, la SERP, à ce moment-là, elle est différente. L'opportunité SEO à droite, parce que je suis capable de la mesurer avec le pixel ranking, me permet de comprendre que mon CTR attendu va être beaucoup plus intéressant ici à recherche volume, volume de recherche égaux que celle de gauche. Et si je regarde, mettons que je sois positionné premier, si je suis positionné premier, quand je vais aller regarder mon report, je vais dire premier, OK, mais comment ça se fait que j'ai des CTR qui soient aussi différents alors que j'ai les mêmes volumes de recherche et que je suis premier? C'est la SERP. Et le pixel ranking va justement ajouter un degré de finesse beaucoup plus intéressant pour aller truster les mots-clés pour lesquels le premier résultat SEO est plus visible dans la page parce qu'il a une hauteur plus favorable. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui. Je vais finir sur cette partie d'engager dans la SERP. J'ai encore beaucoup de choses à dire. J'espère que vous suivez. Alors, donc, il faut se mettre tous les assets dans la poche pour être capable de dominer la SERP quand on veut. Ça veut dire adapter son SEA et son SEO. Les équipes doivent se parler. Étant VP One Search, je ne peux pas vous dire le contraire. C'est obligatoire de savoir comment on se partage la SERP, dans quelle mesure. Est-ce qu'on fait de l'incrémentalité? Est-ce qu'on fait de la cannibalisation? De combien? Comment on gère? Vous devez soigner vos résultats en termes de taux de clic, donc de CTA et de micro-format. Ça, c'est la règle de base. D'ailleurs, c'est tellement évident, je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis ici. Il faut absolument, absolument, absolument le travailler. Créer l'ensemble des formats attendus disponibles, donc ayez une bonne visibilité sur la présence des formats dans la SERP disponible pour le SEO et où est-ce qu'ils se trouvent en moyenne dans la page pour essayer d'aller les capter, donc d'ajuster votre stratégie de contenu en conséquence. Et évidemment, aligner l'intention de votre page de destination avec l'intention de la requête sous réserve que vous ayez fait l'analyse des intentions par rapport à vos types de mots-clés. Dernier point ici, juste qui me paraît important parce que je le vois très souvent, alors que c'est là où on a beaucoup d'opportunités, c'est surveiller votre search reputation. Alors, je vais le dire de manière plus simple. Euh, Regardez votre marque, c'est tellement difficile aujourd'hui d'apparaître sur du hors marque que la marque, elle doit être à 100 de son maximum de visibilité et de conversion de taux de clic. Et il y a énormément de requêtes autour de la marque, parfois on ne fait pas attention, et ça peut être des choses simples. Ce n'est pas la bonne page de chez nous parce qu'il y a une cannibalisation interne qui se présente. Alors que si on mettait la bonne page, forcément, on a un meilleur taux d'atterrissage, en tout cas on a une meilleure expérience, on fait plus de conversions. Surveillez aussi la présence en paid, et surtout pendant les périodes commerciales, pour vous assurer qu'il n'y ait pas de bruit sur la SERP. Gérez aussi votre SEA et votre SEO sur votre marque. Alors, ça, c'était notre deuxième point sur l'engager depuis la SERP, bien connaître la SERP, bien comprendre tous les acteurs, la configuration en fonction des mots-clés, des intentions, etc. Dernier point ici sur l'approche clé pour construire son SEO dans les tips que je vous donne, ça va être 4 points finalement qui sont répondre aux attentes, se différencier,
retenir et fidéliser. Et je vais vous partager des choses qu'on fait chez Jellyfish ou des choses que j'ai expérimentées moi, qui me semblent clés justement dans la manière d'aborder le contenu et cette notion de content marketing. D'abord, je vous recommande vivement de lire et si vous ne le lisez pas, vous pouvez quand même retrouver beaucoup d'informations sur le web avec des synthèses en utilisant des outils dont on parle un petit peu en ce moment. Content Inc., donc qui, je crois, est sorti en 2015 par Joe Pulizzi, qui a été vraiment un livre de référence sur le content marketing et sur comment générer de la croissance en créant du contenu. Il y a 2 points que je voulais partager avec vous aujourd'hui qui me semblent vraiment, déterminants lorsqu'on crée du contenu et donc même si on crée du contenu avec de l'IA, c'est les notions de sweet spot et de content tilt. La notion de sweet spot, c'est créer du contenu qui vous passionne. Donc la marque, elle est reconnue, elle est experte, elle est passionnée et elle va répondre à un besoin marché. Le content tilt, c'est la manière dont on va angler ce contenu d'une manière unique pour justement se démarquer et attirer une audience spécifique. Donc le content tilt, ça va être l'angle, le format et l'unicité. Alors, j'ai beaucoup d'exemples qui me viennent en tête. J'aurais pu vous parler de Red Bull, tout simplement, la boisson énergisante avec tout ce qu'ils font dans le domaine du sport, des sports extrêmes, etc. Néanmoins, je m'étais dit que c'était un exemple qui est quand même pas très palpable parce que derrière, il y a quand même des budgets colossaux. Donc, on allait justement redescendre à des niveaux plus communs, on va dire, ou avec lesquels nous, on est davantage confrontés. Donc, j'ai deux exemples à vous donner. Le premier exemple que j'ai à vous donner, c'est celui de Somfy, par exemple, pour ceux qui connaissent. Somfy, ils sont spécialisés dans la motorisation des volets roulants et des portails. Somfy a très rapidement identifié que un propriétaire qui avait 10 volets roulants chez lui et qui en avait un qui tombait en rade, il fallait changer le moteur et ça allait lui coûter, allez, grosso merdo, et oui, c'est vrai, ça m'est arrivé, grosso merdo, 1 000 € pour justement le changer. Donc quand il y en a 10, on se dit la facture, elle est très salée. Très simplement, ce que j'ai fait, je suis allé sur Google, j'ai tapé remplacer un moteur de volet roulant. Je suis tombé sur Somfy parce qu'ils ont bien trouvé, ils ont bien travaillé leur référencement. Et quand je suis arrivé sur ce contenu qui était bien travaillé sur le SEO, heureusement, je suis tombé sur un tuto qui était présent sur YouTube, qui m'explique comment moi, je peux changer moi-même et facilement le volet roulant. Donc, j'ai pris mon petit téléphone, j'ai mis ma petite vidéo YouTube, j'avais évidemment acheté le kit qu'ils mettent à disposition pour les particuliers et j'ai changé mon volet. Eh bien, ça, très simplement, parce que du début, ils ont travaillé le hors-marque sur changer un volet roulant en ayant un contenu optimisé sur le SEO, visite dans Google, fournissant derrière, continuant l'expérience avec une vidéo qui fait un tuto et qui m'explique comment moi je vais pouvoir le remplacer. Forcément, je suis très content parce que Somfy a bien fait le boulot et m'a filé une expérience qui était extrêmement bonne du début à la fin. Et c'est surtout que demain, je sais que si j'ai un autre volet qui va tomber en rade, je vais pouvoir le changer moi-même. Donc là, l'attachement à la marque, en tout cas l'angle qui a été pris par Somfy, était parfait, en tout cas dans mon cas. Je vais vous donner un deuxième exemple qui est différent. C'est, je ne sais pas si vous connaissez cette marque de compléments alimentaires qui s'appelle NutriPure. NutriPure, ils se sont spécialisés dans la complémentation alimentaire pour les sportifs. Alors, ce n'est pas les sportifs du style je vais soulever des poids et chercher à avoir des gros muscles à la The Rock dans la salle, rien à voir. Là, on parle de gens qui courent, de personnes qui courent très souvent, qui font des Ironman, qui vont faire des arts martiaux, qui vont faire des sports de raquettes, etc. Et eux aussi, le créneau, du coup, c'était de s'adresser à une audience qui était focalisée sur la performance, la santé et la durabilité, en tout cas de s'assurer de ne pas se blesser ou de récupérer vite, pour justement être capable tout simplement de pouvoir exercer leur sport le plus longtemps possible, avec l'âge notamment. Heu, ce qui était, très intéressant, ce qui est très intéressant sur NutriPure, c'est que donc ils ont développé pas mal de contenu, sur leur site d'un point de vue, orienté complètement sur les sports, sur différents sports et surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, tourné beaucoup de vidéos avec des athlètes français, qui sont allés aux JO pour justement, mettre en avant, bien évidemment, les compléments alimentaires NutriPure. Donc il y a le magnésium, il y a la vitamine C, les oméga 3, enfin bref, ils ont toute une collection qui est assez intéressante. Et justement,
les athlètes ont partagé leur routine d'entraînement, les bienfaits de la complémentation, en expliquant de manière assez détaillée tous les bienfaits de ces compléments. Et justement, ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est que NutriPure a bien trouvé sa cible, c'est-à-dire que compléments alimentaires et sport, très souvent, on pense à manger des protéines et à chercher à aller faire de la salle pour avoir des gros muscles, alors que ce n'était pas du tout ça. Le créneau qui a été pris ici, c'était le sport en bonne intelligence, dans la santé, dans la durabilité, avec des compléments de qualité made in France. Donc ça, c'était très clairement, à travers ce sweet spot et le content tilt, une démonstration assez efficace de comment on peut demain engager les internautes à travers une stratégie SEO, mais qui est surtout backupée par un contenu de qualité et bien pensé. Le deuxième point sur la différenciation, et je pense que ça, c'est mon point préféré de la presse, pour être très clair, parce que quand j'ai vu ça, ça a été une révélation pour moi. Alors, certains pourront dire qu'il m'en faut peu. Ceux qui me connaissent savent que j'en parle souvent. C'est le Golden Circle de Simon Sinek. Donc, Simon Sinek, c'est un Anglais qui vit aux États-Unis aujourd'hui, qui est spécialisé dans le marketing, qui a travaillé dans des cabinets d'audit, qui a fait une vidéo TED qui remonte déjà pas mal et qui explique le Golden Circle. Ce qu'on doit retenir du Golden Circle, c'est souvent le why, et vous avez déjà dû entendre ça, quel est ton why, etc. Parfois, c'est vrai que c'est un petit peu pompeux, etc. Mais c'est extrêmement intéressant comme concept. Je vous invite fortement à aller regarder cette vidéo dans laquelle il compare justement Samsung et Apple. Et il explique pourquoi Apple a généré beaucoup plus d'engagement, génère beaucoup plus d'engagement que Samsung. Et il explique que ce n'est pas le what ou le how, donc ce n'est pas les produits en eux-mêmes, en tout cas proprement parlé, ou les experts qui sont derrière et les moyens, parce que Samsung et Apple, ils ont la même chose, c'est plutôt le why. Et le why de Samsung, c'est de créer des produits qui vont, pardon, pas de Samsung, de Apple, c'est challenger le status quo, c'est faire des produits qui sont beaux, qui sont design, qui sont simples à utiliser, qui sont intuitifs et innovants. Et ça a fait toute la différence. C'est très intéressant ce qu'il explique. Notamment, il a une phrase que j'ai beaucoup aimée, qu'il répète plusieurs fois dans sa vidéo, c'est People don't buy what you do, but why you do it. People don't buy what you do, but why you do it. Et très sincèrement, je suis sûr que vous avez déjà parlé avec beaucoup de vos amis ou de vos familles pour essayer de savoir est-ce que vous êtes Team Apple ou Team Samsung ou Team Android, si vous voulez. Euh, Très clairement, je pense que c'est plus facile de faire switcher quelqu'un de Samsung vers Apple que le contraire, parce que tous les gens avec qui j'ai parlé qui étaient Team Apple, jamais de la vie, ils en changeront. Et bien ça, c'est une démonstration claire. Comment vous allez, alors que vous vendez les mêmes produits avec les mêmes moyens ou les services, vous démarquer pour créer cet attachement. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois que je suis pas en avance. Le troisième point ici, qui est un tips qui est facilement activable, beaucoup plus activable que de rechercher son why ou de se casser la tête sur le sweet spot ou le content tilt, c'est l'aspect UX CRO. Comme vous l'avez vu, le pogo sticking, il a été à moitié confirmé, si ce n'est confirmé par les Google Leaks, où l'expérience utilisateur, le fait de retenir l'utilisateur sur ses pages, est extrêmement important et générera un good click, donc en tout cas un point positif pour votre ranking. Ici, il y a des méthodes qui sont assez simples, qu'on fait très souvent chez Jellyfish. Tout simplement, vous montez un dashboard SEO depuis GA4, vous regardez vos landing pages, vous regardez tout ce qui concerne l'engagement, donc pas que le trafic, ça va être les sessions engagées, ça va être le temps de rebond, le temps passé, la conversion, des objectifs de conversion, quelles sont les pages visitées après la landing page, etc. Et mettez en place des logiques de CRO. Donc CRO, ça veut dire optimisation du taux de conversion ou d'A/B testing. Il y a beaucoup de tips aujourd'hui qui permettent de maintenir l'utilisateur sur la page. Donc ça, c'est un petit hack, on va dire, parce qu'il y a enfin, c'est assez facile à faire, hein. Par exemple, quand vous avez pas d'annonce pour une localisation, vous n'avez plus de produits en stock, vous allez créer un système d'alerte qui va permettre de garder la personne sur la page, ou alors vous allez faire du cross-sell, ce qui va l'amener sur une deuxième page et le retenir davantage. Il y a plein de petits hacks qui sont possibles, qui sont assez intéressants, justement pour essayer de favoriser ce good click. Enfin, pour finir, ça, pour le coup, il y a rien de révolutionnaire, mais c'est encore quelque chose qui est assez facile à mettre en place. C'est que le SEO, bien évidemment, il ne se fait pas que dans Google. Ce n'est pas que du contenu on-page. On le sait très bien. Il y a le EAT, il y a la popularité, il y a tous ces concepts en fait, d'empreinte digitale sur le web. Profitez-en dès lors que vous commencez à monter une stratégie de contenu, à adapter les contenus que vous avez créés sur l'ensemble
en fait des verticales que vous pouvez faire. On peut faire en plus aujourd'hui avec les outils des choses qui sont vraiment très sympas en termes de vidéos Instagram, de sondages Instagram, même des vidéos avec l'IA qu'on publie ailleurs, qui permettent justement de créer de la résonance. Dernière partie, et celle-ci, je vais aller assez vite, c'est maintenant quelle méthodologie utiliser pour vous assurer des résultats durables une fois que vous avez bien fait ce travail qu'on a énoncé juste avant. La première des choses, c'est que, et je m'excuse pour ceux qui le font déjà, mais chaque action doit apporter un résultat précis. Un résultat précis, ça veut dire que toutes les actions que vous menez, toutes les optimisations doivent être soigneusement documentées et archivées. Ça veut dire que là, je vous propose un framework. Vous avez un framework et vous devez vous constituer vos propres learnings. Vous allez très simplement identifier les constats, les challenges, les solutions, mettre les KPI spécifiques, regarder le planning, les résultats et en faire des learnings. Tout ça, vous devez l'historiser. C'est ce qui va vous permettre de savoir comment mettre en place vos idées et votre A/B testing. Pour ça, assez simple et surtout, s'il vous plaît, n'utilisez pas votre reporting global. Le reporting global n'a rien à voir avec un reporting par action ou par initiative. Un reporting global, lui, va donner les causes, les conséquences, les KPIs macro qu'on va transmettre à sa direction ou à son chef. Tout ce qui est reporting initiative avec le framework que je vous ai donné, ça va être un action, un résultat, une best practice, qu'elle soit positive ou négative. Mais en l'historisant, vous allez vous souvenir, vous allez vous constituer votre propre base de connaissances liée à votre SEO et à votre marque, ce qui va vous permettre justement d'avoir des logiques de testing beaucoup plus abouties et d'être sûr d'avancer. Parce qu'il est là le problème, c'est qu'on ne veut pas reculer, c'est qu'on veut systématiquement aller de l'avant. Pour ça, je vous donne ici des tips ou des conseils de tests qui sont possibles de faire. Vous pouvez par exemple tester différentes volumétries de contenu sur un cocon sémantique pour voir à quel seuil de contenu vous allez réussir à ranker. Prenez évidemment des cocons sémantiques similaires avec le même contexte. Testez la longueur des contenus, testez les différents types de formats de contenu dans un contenu, testez les différentes intentions, les templates de page par rapport à l'intention, testez des articles avec le why, sans le why, avec une activation sociale organique, sans activation, et évidemment, mettez à chaque fois des KPI qui sont propres à votre test, à votre action. C'est vraiment primordial de se constituer cette knowledge base qui va vous permettre d'autant plus de créer des case studies. Parce que quand vous allez réussir quelque chose, vous allez vouloir en parler, et votre case study, hop, il ne sera plus qu'à transférer derrière à votre chef ou à votre direction pour montrer que vos résultats fonctionnent. Le dernier point, et je vais finir là-dessus, évidemment, veiller, s'informer, s'adapter. Et je pense que pour conclure cette présentation, ce que je veux là où j'ai voulu vous challenger aujourd'hui sur les stratégies SEO, c'est de construire votre propre SEO. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le SEO qui va fonctionner pour vous, ce n'est pas le SEO qui fonctionne nécessairement pour les autres. Oui, il y a des best practices, mais ce qui fera que vous arriverez à performer, c'est forcément votre marque, son ADN, ses assets et le SEO qui va derrière en découler. C'est forcément un système vertueux qui va fonctionner. Donc focalisez-vous sur votre marque et bien évidemment, adaptez-vous au contexte, à tout ce qui va se passer autour de vous. Et comme le disait, pour finir, un vieux sage, créez votre propre, lui, il a créé son propre kung-fu. Il était au stade final de la création au niveau des arts martiaux. Je parle de Bruce Lee, oui, il y en a qui savent pourquoi j'ai fait cette référence. C'est ce que je vous dis ici, je le transpose. Créez votre propre SEO, adaptez-vous, be water my friend. Voilà, j'en ai fini. Je dois laisser la place aux questions pour qu'ensuite on puisse laisser la place à la conférence d'après. Je vais regarder du coup les questions. Alors, qu'avons-nous comme question? Alors, une question assez simple. Donc, comment trouver le pixel ranking? Le pixel ranking, il est propre à l'outil qui s'appelle MyPoseo, qui est aujourd'hui un outil propriétaire de Jellyfish qui s'appelle G+Search. OK, ça ne va pas vous aider. En revanche, il y a des outils aujourd'hui qui donnent la True Position. La True Position, c'est la position du SEO par rapport au bloc qu'il va y avoir au-dessus. Donc, on va y avoir du text ads ou du shopping, et ensuite, le premier résultat SEO, on va être en True Position 3. Donc, quand on n'a pas accès au pixel ranking, on peut utiliser la True Position comme un premier indice. Et ensuite, il suffit d'aller faire des calculs de CTR en fonction de la True Position pour essayer de voir quelles sont les différences de CTR quand on se positionne à la même position SEO, mais avec une True Position
différente qui est liée au paid, au device, etc. Alors, il y a une question, du coup, celle-ci, elle m'interpelle, bien joué. On est passé du why au who aujourd'hui. Ah ouais? Bon, ça je la mets ici. Je ne sais même pas si je vais la partager, ouais, du why au who. Oui, le who, je ne sais pas si c'est le point, mais le why, en tout cas, et vraiment, encore une fois, je vous invite à aller regarder cette vidéo qui est très inspirante et je pense que justement le point ce que je disais à un moment sur le fait de pouvoir créer du contenu à grande échelle, de plus ou moins bonne qualité, il ne faut pas oublier qu'on peut utiliser aussi, l'IA et entraîner les IA avec, un tone of voice, avec des personas, en lui faisant, ingérer, beaucoup de PDF, en allant, donner des contenus qui ont déjà été créés et en lui disant d'apprendre, en lui, manifestant le why, en le testant. On peut faire le plus difficile finalement, c'est de trouver le why. C'est ça le truc. Mais je pense que demain, des contenus qui vont être plats, très sincèrement, qui vont être neutres par rapport à un Google qui va vachement favoriser la qualité du contenu. Il ne faut pas oublier que la qualité du contenu, elle n'est pas liée aux mots qu'on met. La qualité du contenu, elle est évidemment passée au crible de l'expérience utilisateur et ce que j'expliquais avec les good clics et les bad clics. Donc ce qui est extrêmement important, c'est l'utilisateur. Et j'ai toujours dit, on est beaucoup à le dire, le SEO au final, c'est pas bien se positionner dans les moteurs de recherche. Google ne dit pas de faire du SEO. Google, il a façonné le web. Il a dit comment il faut créer un bon site web. Si vous prenez toutes les guidelines de Google, c'est comment faire un bon site web. Et je pense qu'elle est là la clé. C'est qu'il ne faut pas perdre de vue, et c'est ça souvent qui est oublié, qu'on cherche d'abord à répondre aux users et que Google cherche tous les moyens pour s'assurer que le user est satisfait. Et c'est là le point central. Et c'est pour ça que j'ai voulu aborder ces points finalement de fond sur la stratégie, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire des trucs at scale, mais il ne faut pas oublier l'essence du content marketing pour justement marquer des points en termes de business et pas uniquement de trafic. Alors, je vois qu'il est 16. Je vais peut-être prendre une autre question vite fait. Euh, alors oui, point ici la question sur, on avait appris que le SIA renforçait le SEO. Alors là, je vais même dire, ce n'est pas du tout ça, c'est plutôt l'inverse. Le OneSearch, je pourrais en faire une présentation très vaste. Ce que je veux juste dire là-dessus, c'est que l'évolution du SIA par l'automatisation, par Pimax, par les campagnes d'ISA qu'il y avait auparavant, se base aussi de plus en plus sur la qualité du contenu. Donc, quand vous allez faire un contenu de qualité avec tous les tips que j'ai donnés aujourd'hui, vous allez aider le SIA. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que les deux sont souvent confrontés, mais dès lors qu'on va changer un petit peu de paradigme et qu'on va dire que le SEO est aujourd'hui aussi une extension du SIA et va contribuer à améliorer le SIA, c'est plutôt le SEO qui va aider le SIA. Le SIA va aider le SEO jamais de manière directe dans le ranking, uniquement en termes d'insight, quand on va être capable de voir ce qui se passe au niveau des mots-clés et d'aider pour obtenir une bonne priorisation derrière sur le SEO, parce qu'on sait que ces catégories en SIA sur du text ads, elles vont générer un meilleur ROAS, un meilleur CPA ou de meilleures impression share. Très vite, c'est une dernière question. Donc, c'était la définition d'une facette. Pardon, une facette, c'est un filtre, hein, c'est quand on choisit une couleur dans un site e-commerce, un attribut, une matière, etc. Je vais essayer d'avoir toutes les questions. Euh, donc, il y a une notion ici, il y a une question sur la cannibalisation, je la mets. Donc oui, mais la cannibalisation, c'est pas logique. Ça voudrait dire que deux contenus complémentaires ne pourraient pas apparaître. Je ne parle pas de copier-coller, etc. Donc je ne sais pas si c'était en référence au SEO ou au SIA, mais par exemple, une stratégie qui est assez intéressante, notamment sur la marque, c'est que lorsque vous bidez sur la marque et sur des mots-clés marques ou de la long tail marque, évidemment, si vous mettez le même message entre le SEO et le SIA, c'est un peu du gâchis, surtout s'il n'y a pas de concurrent. Autant essayer d'aller privilégier le SIA, d'avoir une stratégie plus avancée, c'est-à-dire qui va être plutôt focalisée sur la génération de leads avec une landing page qui est optimisée, par exemple, pour la campagne SIA qui n'est pas accessible par Google. Donc, c'est là où on fait de l'A/B testing et de la CRO. Ou alors, tout simplement, quand on a envie de pousser des produits ou des offres, utiliser le message du SIA et proposer une autre landing page que le SEO, parce que ça ne sert à rien, encore une fois, d'avoir deux liens et de répondre la même chose. Autant laisser la place au SEO, surtout si on sait que le SEO peut prendre quasiment tout le trafic et le revenu lui-même sans SIA. Donc, soyez plus malin, jouez la complémentarité.
La dernière question qu'on a eue, je vais la remettre. C'était encore la question sur le pixel ranking qui évidemment suscite beaucoup d'intérêt, c'est clair. Encore une fois, on peut utiliser la true position qui est utilisée. Je me souviens plus si elle est donnée dans SEMrush, pour le coup, mais ça peut être intéressant déjà de croiser les données de CTR avec la true position, François. Voilà, il est 19. Je vais laisser la place au ponte du digital, Neil Patel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon LinkedIn. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Merci beaucoup à tous pour votre attention. J'espère que j'ai pu challenger votre stratégie SEO et vous inspirer pour construire votre propre SEO. Top. Merci beaucoup en tout cas, David. Un énorme merci à tous et à toutes pour votre participation active. David, encore un immense merci à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui en Merci tout à cas. vous. J'espère que cette conférence, elle vous a inspiré, qu'elle vous a donné plein d'idées concrètes à mettre en œuvre. Maintenant, du coup, on va faire place à une courte pause de 10 minutes. Ça va vous permettre de recharger vos batteries. Et ensuite, je vous laisserai entre les mains de Corentin pour la dernière conférence qui sera pour le coup 100% US. Ouais, c'est déjà presque la fin. Pas de panique parce que grâce au replay, vous pourrez revoir l'entièreté du SEO Square autant de fois que vous le souhaitez. Donc ça, c'est plutôt génial pour le coup. Allez, on se prépare, on va chercher ces petites lunettes de soleil car Neil Patel, il est sur le point de vous éblouir. À tout à l'heure. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.